Chapitre 1. Lac bleu. La Froide achève sa course dans le lac bleu. La plus grande agglomération qui le borde tire son nom. Au début du règne du roi Subtil, la campagne au nord-est du lac était renommée pour ses champs de céréales et ses vergers. Une vigne particulière à ce sol donnait un vin au bouquet à nul autre pareil et célèbre non seulement dans les six duchés tout entiers, mais jusqu'à Tirelville. Il arrivait par caravane. Mais de longues périodes de sécheresse survinrent, suivies d'incendies déclenchés par les orages, dont les fermiers et les vignerons de la région ne se remirent jamais. Dès lors, pour subsister, Lac Bleu se tourna vers le commerce. La ville actuelle est un centre de négoce où se rencontrent les caravanes en provenance de Bauge et des États chalcèdes, qui échangent leurs denrées contre celles du peuple des montagnes. L'été, d'énormes chalands sillonnent les eaux placides du lac, mais en hiver, les tempêtes qui descendent des montagnes chassent les bateliers et mettent un terme au trafic marchand. Dans le ciel limpide de la nuit, la lune orange, énorme, brillait bas sur l'horizon. Je me guidais aux étoiles parfaitement visibles, m'étonnant vaguement que ce fussent les mêmes qui scintillaient au-dessus de moi lorsque, bien des années plus tôt, je rentrais clopin-clopant à Castelcerre et qui aujourd'hui me conduisaient à nouveau vers les montagnes. Je marchais toute la nuit d'un pas qui n'était ni rapide, ni régulier, mais je savais que plus vite je trouverais de l'eau, plus vite je pourrais soulager mes souffrances. Sans rien à boire, je m'affaiblissais rapidement. En cheminant, je mettais un bandage avec l'eau de vie de peine et m'en tapotais le visage. Je m'étais brièvement examiné dans le miroir. Il était manifeste que j'avais à nouveau perdu un combat. Néanmoins, je souffrais surtout d'échymoses et de coupures sans gravité, et je ne pensais pas arborer de nouvelles cicatrices. L'eau-de-vie raviva le feu de mes nombreuses éraflures, mais ramollit également le sang séché de mes croûtes, si bien que je pus enfin ouvrir la bouche sans douleur excessive. J'avais faim. Cependant, je craignais que la viande salée ne fasse qu'accentuer ma soif. Je regardais le soleil se lever sur la vaste plaine de Bauge dans un splendide déploiement de couleurs. Le froid nocturne s'atténua et j'ouvris le manteau de peine, toujours sans cesser d'avancer. La lumière croissant, je scrutais le sol dans l'espoir que certains chevaux s'en étaient retournés au trou d'eau. Mais je ne vis aucune nouvelle empreinte, seulement les traces de sabots que nous avions laissées la veille et que le vent avait déjà commencé à dévorer. La matinée était à peine entamée quand je parvins à la cuvette. Je m'en approchai avec précaution, mais, à la vue et l'odorat, je la savais heureusement déserte. Toutefois, je ne pouvais compter qu'elle demeurerait longtemps. C'était une halte habituelle des caravanes. Mon premier geste fut de boire tout mon soul. Après quoi, avec une certaine volupté, je fis un petit feu, mis à chauffer une casserole d'eau dans laquelle j'ajoutai des lentilles, des haricots, de l'avoine et de la viande séchée. Puis je laissai mijoter le tout sur une pierre tout à côté des braises, pendant que je me dévêtais pour me baigner. Profonde, à l'une des extrémités du trou, l'eau s'était un peu réchauffée sous l'action du soleil. Mon omoplate gauche me faisait encore très mal quand je la touchais, que je la remuais, comme les profondes éraflures de mes poignets et de mes chevilles. Ma bosse au crâne, l'ensemble de mon visage. Je cessais de répertorier mes bobos. De toute façon, aucun n'était mortel. Que demander de plus? Frissonnant de froid, je laissais le soleil me sécher, tandis que je trempais mes vêtements dans l'eau, puis les étendais sur des buissons. Ensuite, je m'enveloppais dans le manteau de peine, bus un peu d'eau de vie et touillais ma soupe. Il me fallait ajouter régulièrement de l'eau, car les légumes secs se ramollissaient avec une lenteur désespérante. J'attendis donc, assis auprès de mon feu, en l'alimentant de branchages ou de boue sèche. Au bout de quelque temps, je rouvris les yeux et m'efforçai de déterminer si j'étais saoul, épuisé de coups, ou simplement reclus de fatigue. Mais j'estimai rapidement l'entreprise aussi futile que l'inventaire de mes plaies et bosses, et je m'attaquai à ma soupe telle qu'elle était, avec les haricots encore un peu croquants. Je la fis descendre d'une ou deux gorgées d'eau-de-vie, dont il ne restait guère. Enfin, après de nombreux atermoiements,
je me décidai à remettre de l'eau à chauffer, puis nettoyai mes écorchures les plus profondes, passai de longs gants et bandai celles qui pouvaient l'être. Une de mes chevilles n'était pas belle à voir, et il n'était pas question de la laisser s'infecter. Quand j'eus fini, je m'aperçus que la lumière baissait, je n'avais pas vu le temps passer. Puisant dans mes dernières forces, j'éteignis mon feu, emballai mes affaires et m'éloignai du trou. J'avais besoin de dormir, et je ne tenais pas à courir le risque d'être surpris par d'autres voyageurs. Je trouvai une petite dépression que des buissons, dont le feuillage dégageait une odeur de bitume, protégeaient un peu du vent. J'étendis la couverture, m'allongeai sous le manteau de peine et sombrai dans un profond sommeil. Pendant quelque temps, je ne rêvais pas. Puis me vint un songe déroutant où j'entendais quelqu'un m'appeler sans que je puisse découvrir qui. Le vent soufflait, il pleuvait. Le bruit du vent, évocateur de solitude, me faisait horreur. Et puis, une porte s'ouvrit et Buriche s'y encadra. Il avait bu. À sa vue, je ressentis à la fois de l'irritation et du soulagement. Je l'attendais depuis la veille, et à présent qu'il était là, il était ivre. Mais comment osait-il? Un frisson me parcourut, et je me réveillai presque. C'étaient les pensées de Molly que je partageais. Molly que j'artisais en rêve. Il ne fallait pas, je savais, je ne devais pas le faire, mais dans cet état onirique aux frontières indistinctes où je me trouvais, je n'avais pas la volonté d'y résister. Molly se leva lentement. Notre fille dormait dans ses bras et je l'entreaperçus. Ce n'était plus la figure ridée du nouveau-né que j'avais vu, mais un petit visage rose et rebondi. Elle avait donc déjà changé à ce point. Sans bruit, Molly la déposa doucement dans le lit et la recouvrit d'un coin de couverture, puis, sans se retourner, voix basse, étendue, je m'inquiétais. Vous aviez dit que vous seriez de retour hier. Je sais, je regrette. Ça aurait dû être vrai, mais... La voix de Buriche était rauque et son ton accablé. Molly acheva la phrase à sa place. Mais vous êtes resté en ville pour vous enivrer. Je... Oui, je me suis enivré. Il ferma la porte et s'avança dans la pièce. Il s'approcha du feu pour y réchauffer ses mains rougies de froid. Son manteau était trempé et ses cheveux aussi, comme s'il n'avait pas pris la peine de remonter son capuchon au chemin. Il ôta son manteau dégoulinant et s'assit rapidement dans le fauteuil près de l'âtre. Puis il se pencha pour masser son genou blessé. Ne venez pas ici quand vous êtes saoul, dit Molly sans détour. Je sais bien que vous n'aimez pas ça, mais c'est hier que je me suis saoulé. J'ai bu encore un peu ce matin, mais je ne suis pas ivre. Pour l'instant, je suis simplement fatigué. Très fatigué. Il se courba pour placer sa tête entre ses mains. Vous ne tenez même pas droit dans votre fauteuil. La colère montait dans le ton de Molly. Vous ne savez même plus quand vous êtes saoul. Ulrich lui adressa un regard las. Peut-être, reconnut-il à ma grande surprise. Il soupira. Je m'en vais. Il se leva avec une grimace quand il prit appui sur sa jambe blessée, et Molly sentit une pointe de mauvaise conscience. Il avait encore froid, et l'abri dans lequel il dormait était ouvert au courant d'air et à l'humidité. Tant, c'est lui qui l'avait voulu. Il savait ce qu'elle pensait des ivrognes. Qu'un homme boive un coup ou deux, cela n'avait rien de répréhensible. Elle-même prenait un petit verre de temps en temps. Mais arriver comme cela, en tenant à peine sur ses jambes, et vouloir lui faire croire que... Puis-je voir la petite un instant demanda Buriche à mi-voix. Il s'était arrêté à la porte. Je discernais dans ses yeux une expression que Molly était incapable de voir, parce qu'elle ne le connaissait pas assez. Et j'en eus le cœur déchiré. Il avait de la peine. Elle est là, au-dessus. Elle est là, au lit. Je viens de la coucher, répondit sèchement Molly. Puis-je la prendre, rien qu'une minute? Non. Vous êtes ivre, et vous avez les mains glacées. Si vous la touchez, vous allez la réveiller. D'ailleurs, vous le savez bien.
Pourquoi voulez-vous faire ça? Le visage de Buriche parut se racornir, et c'est d'une voix rauque qu'il répondit. Parce que Fitz est mort, et que cette petite, c'est tout ce qui me reste de lui, et de son père. Et parfois, il se passa une main calleuse sur la figure. Parfois, j'ai l'impression que tout est de ma faute. Il poursuivit dans un murmure. Jamais je n'aurais dû permettre qu'on me l'enlève quand il était enfant. Lorsqu'on a voulu l'installer au château, si je l'avais mis sur un cheval derrière moi et que je sois allé trouver chevalerie, ils seraient peut-être encore vivants tous les deux. J'y avais pensé à l'époque, et j'ai failli le faire. Il ne voulait pas me quitter, vous savez, mais je l'y ai obligé. Pourtant, j'ai bien failli l'emmener à chevalerie, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé partir, et on s'en est servi comme d'un outil. Je sentis le tremblement qui s'était soudain emparé de Molly. Des larmes lui piquèrent les yeux. Elle se défendit avec colère. Maudit que vous êtes. Il est mort depuis des mois. N'essayez pas de m'adoucir avec vos pleurnicheries d'ivrogne. Je sais, répondit Buriche. Je sais. Il est mort. Brusquement, il prit une grande inspiration et se redressa. Je connaissais cette attitude par cœur. Il replia ses peines et ses faiblesses et les cacha tout au fond de lui-même. J'aurais voulu poser ma main sur son épaule pour l'apaiser, mais c'était moi qui en avais envie, pas Molly. Il se dirigea de nouveau vers la porte, puis s'arrêta. Ah, j'ai quelque chose ici. Il fouilla dans sa chemise. C'était à lui. Je, je l'ai pris sur son corps, après sa mort. Vous devriez le garder pour la petite, afin qu'elle ait un souvenir de son père. C'est le roi subtil qui le lui avait donné. Ulrich ouvrit la main et mon cœur se serra brutalement. Là, sur sa paume, reposait mon épingle au rubis enserré d'une résille d'argent. Molly regarda l'objet sans bouger, les lèvres pincées de colère, de volonté de maîtriser ses émotions, une volonté si forte que Molly ne savait même pas de quoi elle se protégeait. Voyant qu'elle ne faisait pas mine de prendre l'épingle, Ulrich la posa délicatement sur la table. Tout s'était brusquement éclairé pour moi. Il s'était rendu à la cabane de berger pour essayer de me trouver, m'annoncer la naissance de ma fille. Et qu'avait-il découvert? Un cadavre décomposé dont il ne restait sans doute plus guère que des ossements, vêtu de ma chemise, l'épingle toujours enfoncée dans un revers. Le forgisé avait les cheveux sombres, et à peu près ma taille et mon âge. Ulrich me croyait mort. Mort pour de bon. Et il portait mon deuil. Buriche, Buriche, écoute-moi, je ne suis pas mort. Buriche! Je me démenais, je tempotais autour de lui, projetant contre lui la moindre parcelle d'art que je détenais. Mais, comme toujours, je n'arrivais à rien. Et je me réveillais soudain tremblant, les bras serrés sur moi, avec la sensation d'être un fantôme. Il avait sans doute déjà annoncé la nouvelle à Imbre et à tous deux me croyant, et tous deux me croyaient mort désormais. Une angoisse étrange m'envahit à cette idée. Quel terrible malheur d'être tenu pour mort par tous ses amis. Je me massai doucement les tempes, car je sentais poindre les prémices d'une migraine d'art. Une seconde plus tard, je me rendais compte que mes défenses étaient abaissées, que j'avais artisé Buriche avec toute la violence dont j'étais capable. Je dressai aussitôt mes murailles, puis me roulai en boule, tout frissonnant dans le crépuscule. Guillot n'avait pas détecté mon art cette fois-ci, mais tant de négligence n'était pas de mise. Mes amis avaient beau me penser mort, mes ennemis, eux, savaient à quoi s'en tenir. Je devais maintenir mes remparts érigés, ne jamais courir le risque de laisser la porte ouverte à Guillot. La migraine me martelait la tête, mais j'étais trop épuisé pour me préparer de la tisane. D'ailleurs, je n'avais pas d'écorce elfique. Je ne disposais que des graines que m'avait vendues la marchande de guet de négoce,
et dont j'ignorais les effets. Je me rabattis sur le fond d'eau-de-vie, puis me recouchai. Aux frontières du sommeil, je rêvais de loups qui couraient. Je sais que tu es vivant. Je viendrai si tu as besoin de moi. Il suffit de demander. Le contact était hésitant, mais clair, et, tandis que je me rendormais, je me raccrochais au message, comme à une main amie. Les jours suivants, je me dirigeais vers Lac Bleu. Je marchais contre un vent chargé de sable qui m'irritait la peau. Tout paysage, la région n'offrait que des cailloux, des pierriers, des poissons, des buissons secs aux feuilles coriaces, des plantes grasses à la croissante lente, et loin devant moi, le grand lac lui-même. D'abord, la piste ne fut qu'une vague balafre dans la surface sèche de la plaine, sur laquelle les empreintes de sabots et les longues traces des chariots s'effaçaient sous les rafales incessantes du vent froid. Mais, à mesure que j'approchais du lac, le désert devint plus vert et plus accueillant. La piste prit davantage des allures de route, et la pluie se mit à tomber en grosses gouttes qui claquaient sur la terre, et imbibait peu à peu mes vêtements. Aussi, je n'arrivais jamais à me sentir complètement sec. Je m'efforçais d'éviter tout contact avec les gens qui passaient. Il n'était pas question de me cacher sur ce terrain plat, mais je faisais mon possible pour paraître insignifiant, voire revêche. Plusieurs messagers me croisèrent au grand galop, certains en route pour Lac Bleu, d'autres pour guet de négoce. Aucun ne s'arrêta pour me questionner, mais cela ne me réconfortait guère. Peu ou tard, quelqu'un découvrirait les cadavres sans sépulture de 5 gardes royaux et ne manquerait pas de s'étonner. En outre, la façon dont le bâtard s'était fait prendre au milieu d'eux était une trop belle histoire pour que Chris et Astérie se retiennent de la raconter partout. Plus le lac devenait distinct, plus la route était fréquentée. Et j'osais espérer passer inaperçu. Plus loin, dans la foule des voyageurs, car il y avait des fermes et même des hameaux sur les gras pâturages que traversait la route. La petite bosse d'une maison et la volute de fumée qui montait d'une cheminée étaient visibles de loin. Humidité aidant, la broussaille céda la place aux buissons et aux arbres, et je passais bientôt devant des vergers, des pâtures. Des vaches laitières paissaient l'herbe et des poules grattaient la terre le long de la route. Enfin, je parvins à la ville qui portait le nom du lac. Au-delà de Lac Bleu s'étend une nouvelle région plate qui s'achève par des piémonts, frontières du royaume des montagnes. Quelque part derrière ces montagnes se trouvait Vérité. Le chemin qu'il me restait à parcourir avait quelque chose d'un peu effrayant quand je comparais le temps qu'il m'avait fallu pour arriver au lac à pied et celui qui avait mis la caravane royale pour aller demander la main de Kétriken au nom de Vérité. Sur la côte, l'été avait vécu et les tempêtes d'hiver commençaient à se déchaîner. Dans l'intérieur où j'étais, le froid mordant ne tarderait pas à saisir les plaines dans les griffes des tourmentes hivernales, tandis que dans les montagnes, la neige devait déjà recouvrir les plus hautes pentes. Elle serait épaisse avant que j'y arrive, et j'ignorais quel climat j'aurais à affronter lorsque je franchirais les plus hauts sommets pour accéder au territoire qui s'étendait au-delà. Je ne savais même pas si Vérité était encore vivant. Il avait dépensé une grande quantité d'énergie pour me permettre d'échapper à Royal. Tant la phrase sans cesse répétée « rejoins-moi » semblait faire écho au battement de mon cœur et je me surprenais à marcher à son rythme. Que Vérité fût encore en vie, ne fût plus qu'ossement, je ne serais pas vraiment mon propre maître tant que je ne l'aurais pas retrouvé. Lac Bleu paraît plus grande qu'elle ne l'est en réalité parce qu'elle s'étale largement. Je ne vis guère de bâtiments à étages. C'étaient pour la plupart de longues maisons basses, auxquelles on adjoignait des ailes au fur et à mesure que fils et filles se mariaient et faisaient entrer leurs conjoints dans la famille. Le bois pousse en abondance de l'autre côté du lac, si bien que les logis les plus pauvres sont en briques de boue séchée, tandis que ceux des pêcheurs et des commerçants fortunés sont en planches de cèdre, avec un toit en large bardeaux. La majorité de ces résidences sont peintes en blanc, en gris, bleu pâle, ce qui le rend plus grande à l'œil, et beaucoup possèdent des fenêtres aux vitres épaisses à motifs spiralés. Mais je passais sans m'arrêter devant ces belles demeures, pour me rendre là où je me sens toujours plus à l'aise.
Le front du lac rappelait un port de mer, avec tout de même de nettes différences. Ici, point de marée, seulement des vagues poussées par les tourmentes, si bien que de nombreuses maisons et échoppes étaient bâties sur pilotis et s'avançaient loin du lac. Certains pêcheurs pouvaient littéralement s'amarrer au seuil de leur domicile, et d'autres livrer à l'arrière d'une boutique des prises que le marchand vendait aussitôt sur le devant. Il me semblait étrange de sentir dans la brise une odeur d'eau sans sel ni iode. Moi, les effluves du lac étaient verdâtres et moussus. Les mouettes avaient la pointe des ailes noires, mais, à part cela, elles étaient aussi gloutonnes et chapardeuses que toutes celles que j'avais connues. Et les gardes étaient beaucoup trop nombreux pour mon goût. Vêtus de la livrée or et brun de bauge, ils rôdaient partout comme des chats enfermés. J'évitais de les regarder en face et m'efforçais de ne leur donner aucun motif de s'intéresser à moi. Je disposais de 15 pièces d'argent et de 12 de cuivre, somme de mes fonds propres et de ce que possédait Penn dans sa bourse. Certaines avaient un style qui m'était étranger, mais leur poids était rassurant dans ma main, et je supposais qu'elles seraient acceptées. C'était tout ce que j'avais pour me rendre dans les montagnes, et tout ce que je pourrais peut-être rapporter à Molly. Elles m'étaient donc doublement précieuses, et j'avais l'intention de les employer avec parcimonie. Mais j'avais naturellement assez de bon sens pour ne pas envisager de prendre la route des montagnes sans quelques provisions et d'épais vêtements. J'étais donc condamné à dépenser de l'argent. Quoique j'eusse l'espoir de travailler pour payer ma traversée du lac et peut-être mon voyage au-delà. Toute ville a ses quartiers pauvres, revend, dans des carrioles ou des échoppes, des affaires dont d'autres ne veulent plus. Je déambulais dans Lac Bleu sans quitter les bords du lac, où le commerce paraissait le plus actif, et je finis par découvrir des rues où la plupart des boutiques étaient en briques. Même si elles possédaient des doigts en bardeaux, là, je trouvais des rémouleurs fatigués qui vendaient des ustensiles de cuisine rapiécés, des chiffonniers avec des carrioles remplies de vêtements usagés, et des magasins où l'on pouvait acheter de la vaisselle dépareillée et d'autres articles similaires. Le pactage allait s'alourdir, je le savais, mais c'était inévitable. Un de mes premiers achats fut un solide panier d'osier muni de bretelles pour le porter sur les épaules. J'y plaçai mon baluchon et, avant la fin de la journée, j'y avais ajouté un pantalon matelassé, veste capitonnée comme en portent les montagnards, et une paire de bottes souples, semblables à de moelleuses chaussettes en cuir. Ces derniers articles possédaient des lacets qui permettaient de les serrer étroitement autour des mollets. J'achetai aussi d'épaisses choses de laine, dépareillées mais très chaudes, à porter sous les bottes. Et, dans une autre carriole, je trouvai un bonnet de laine, douillet et une écharpe. Je fis enfin l'emplette d'une paire de moufles trop grandes pour moi, manifestement tricotée par une montagnarde à la taille des mains de son époux. À un petit étal où l'on vendait des herbes à tisane, je dénichai de l'écorce elfique dont je fis provision. Puis, dans un marché proche, j'achetai du poisson fumé en lanière, des pommes sèches et des galettes de pain très dures qui, le marchand m'en donna l'assurance, se conserveraient si longtemps que je dusse voyager. J'essayai ensuite de trouver une place à bord d'une gabarre pour traverser le lac bleu. Loin, je me rendis à la place d'embauche au bord de l'eau dans l'espoir de payer mon trajet en travaillant. Mais je découvris bientôt qu'on n'engageait personne. Coup de voir, camarade, me dit un garçon de 13 ans d'un ton condescendant. Tout le monde sait que les grosses gabarres traversent pas le lac à cette époque de l'année, sauf s'il y a de l'or au bout. Et cette année, il n'y en a pas. La sorcière des montagnes a bloqué tout le commerce par chez elle, et s'il n'y a rien à transporter, il n'y a pas d'argent qui vaille le risque. Voilà, c'est pas compliqué. Et même si le commerce marchait, tu verrais pas beaucoup de trafic en hiver. C'est l'été que les grosses gabarres peuvent aller d'une autre rive à l'autre. Les vents tournent comme des girouettes, mais un bon équipage est capable de manœuvrer les voiles et les avirons aller-retour. Par contre, à cette époque de l'année, c'est du temps perdu. Il y a une tempête tous les 5 jours, et le reste du temps, le vent souffle toujours dans le même sens, et quand il pleut pas, il grêle ou il neige. C'est le bon moment pour passer des montagnes à lac bleu. Si t'as pas peur de te faire tremper, de geler comme un chien et de taper sur les gréements à coups de hache pour enlever la glace tout le long du trajet. Et tu verras pas une seule grosse gabarre de fret faire la route dans l'autre sens, avant le printemps.
Il y a bien des canaux plus petits qu'embarque du monde, mais ça coûte cher et c'est risqué. Si tu montes à bord, c'est que t'es prêt à payer en or pour ta traversée, et de ta vie, si le patron fait une connerie. À te voir, t'as pas l'argent qu'il faut pour ça, camarade. Et encore, moins pour payer ton lieu sur le voyage. C'était peut-être un enfant, mais il connaissait son sujet. Et plus j'écoutais parler les gens, plus ses propos se confirmèrent. La sorcière des montagnes avait fermé l'école, et d'innocents voyageurs se faisaient attaquer et dépouiller par les brigands montagnards. Pour leur propre bien, on les refoulait, ainsi que les marchands à la frontière. La guerre menaçait. Ces discours me glacèrent le cœur et m'affermirent dans ma résolution de trouver vérité. Mais comme je persistais à vouloir me rendre dans les montagnes, on me conseilla de me munir de 5 pièces pour la traversée du lac. Après quoi, je devais m'en remettre à la chance. Une fois, un homme laissa entendre qu'il avait connaissance d'une entreprise illégale dans laquelle il n'était pas impossible que je gagne cette somme en un mois, voire moins, si cela m'intéressait. Je refusai. J'avais déjà bien assez d'ennuis comme cela. Rejoins-moi. Je trouverai un moyen, j'en étais sûr. Je finis par dénicher une auberge de très bas étage, délabrée et pleine de courants d'air, mais qui ne sentait pas trop la fumée. La clientèle n'était pas assez aisée pour s'offrir ce plaisir. Je payai pour un lit et obtins une paillasse dans un grenier au-dessus de la salle commune. Au moins, la chaleur montait en même temps que la fumée refoulée par l'âtre principal, et, en étendant mon manteau et mes habits sur une chaise près de ma paillasse, je parvins à les faire sécher complètement pour la première fois depuis des jours. Chansons et conversations, tour à tour bruyantes et étouffées, accompagnèrent mes premières tentatives pour dormir. Devant cette absence d'intimité, j'allais prendre un bain chaud auquel j'aspirais depuis longtemps, dans un établissement à 5 portes de l'auberge. Néanmoins, j'éprouvais un certain bien-être mêlé de lassitude à savoir où, sinon comment, j'allais dormir ce soir-là. Je ne l'avais pas fait exprès, mais l'auberge était le lieu idéal pour me mettre au courant des potins de Lac Bleu. Le premier soir, j'en appris bien plus que je ne le souhaitais sur certains jeunes nobles qui avaient engrossé non pas une, mais 2 servantes, et sur la rixe générale qui avait éclaté 2 pâtés de maison plus loin, et dont Jacques Nez Rouge était sorti dépourvu de la portion de son anatomie qui lui avait valu son surnom. Car Torvebras, le scribe, la lui avait arrachée d'un coup de dent. La seconde nuit que je passai dans l'établissement, j'entendis raconter qu'on avait découvert les corps de 12 gardes royaux victimes des brigands à une demi-journée de cheval de la source de Jernigan. Le soir suivant, le rapport avait été fait et l'on murmurait que des cadavres avaient été mutilés et qu'une bête s'en était nourrie. Pour ma part, il me paraissait clair que des charognards en avaient fait leur pitance. Mais, tel qu'on disait l'histoire, c'était manifestement l'œuvre du bâtard au vif, qui s'était changé en loup à la faveur de la pleine lune, libéré de ses fers et jeté sur la troupe pour la mettre sauvagement en pièces. À écouter la description que le conteur faisait de moi, je n'avais guère de crainte qu'on me reconnaisse. Mes yeux ne flamboyaient pas d'une lueur rouge, et mes crocs ne dépassaient pas de ma bouche. Je savais néanmoins que d'autres, plus réalistes, ne tarderaient pas à circuler. Les traitements de Royal m'avaient laissé des cicatrices bien particulières et malaisées à dissimuler. Je commençais à concevoir la difficulté qu'avait dû présenter pour Imbre de travailler avec un visage marqué de petites vérolles. Ma barbe, que je trouverais naguère agaçante, était devenue partie intégrante de moi-même. Elle était bouclée comme celle de vérité, et tout aussi hirsute. Les coupures et les ecchymoses que les coups de peine m'avaient laissées au visage étaient pratiquement résorbées, mais le froid excitait constamment ma douleur à l'épaule. L'air humide et glacé de l'hiver me rougissait les pommettes et atténuait ma balafre. Mon entaille au bras était guérie depuis longtemps, mais je ne pouvais guère camoufler mon nez cassé. Dans un sens, me dis-je, j'étais autant la création de Royal que celle d'Imbre. Mon maître m'avait appris à tuer, mais Royal, lui, avait fait de moi un véritable assassin.
Le troisième soir, ce que j'entendis me glaça les sangs. Le roi lui-même, je te le dis, et le chef des sorciers d'art. Ils avaient des manteaux de belle laine, avec tellement de fourrure au col et à la capuche qu'on y voyait à peine la figure. Ils montaient des chevaux noirs avec des selles en or que plus beaux. Y a pas, ils étaient escortés par une vingtaine d'or et bruns. On dégageait toute la place pour les laisser passer. Ouais, mon gars. Alors j'ai demandé au type d'à côté de moi: Hé, camarade, qu'est-ce qui se passe? T'es au courant? Et il m'a répondu que le roi royal est venu en personne écouter les misères que nous fait la sorcière des montagnes, pour qu'elle arrête. Et puis encore, il m'a dit que le roi venait traquer lui-même le grêlé et le bâtard au vif, vu qu'on sait bien qu'il manigance main dans la main avec la sorcière des montagnes. J'entendis ces propos de la bouche d'un mendiant, aux yeux chassieux, qui avait gagné assez d'argent pour s'offrir une chope de cidre chaud et qui la tenait tendrement près de l'âtre de l'auberge. L'histoire lui valut une nouvelle tournée, tandis que son interlocuteur lui racontait comment le bâtard au vif avait massacré une douzaine de gardes royaux et bu leur sang pour alimenter sa magie. Un tourbillon d'émotions se déchaînait en moi. Déception de ce que mes poisons n'eussent visiblement rien fait à Royal. Crainte d'être découvert par lui. Espoir violent de me trouver encore une fois devant lui avant d'aller rejoindre Vérité. Je n'eus pas à poser de questions. Le lendemain matin, tout lac bleu était en effervescence à cause de l'arrivée du roi. Il y avait bien des années qu'un souverain couronné n'était pas venu dans la ville, et chaque marchand, chaque nobliau s'était tiré profit de l'occasion. Royal avait fait réquisitionner la plus grande et la plus belle auberge et ordonné sans se gêner qu'on évacue toutes les chambres pour lui et sa suite. À ce qu'il paraissait, le propriétaire était à la fois flatté et épouvanté d'avoir été choisi, car, si la réputation de son établissement allait certainement grandir, il n'avait pas entendu parler de rétribution et ne s'était vu remettre qu'une liste interminable de mets et de vins que le roi voulait à sa disposition. J'enfilai mes nouveaux vêtements d'hiver, tirai mon bonnet de laine par-dessus mes oreilles et sortis. Je trouvai l'auberge sans difficulté. Aucun autre établissement de Lac Bleu ne possédait 2 étages, ni n'affichait autant de balcons et de fenêtres. Les rues adjacentes fourmillaient de nobles qui cherchaient à se faire présenter au roi. Nombre d'entre eux accompagnés d'avenantes héritières. Ils coudoyaient des ménestrels et des jongleurs venus proposer leurs services, des marchands munis d'échantillons de leurs plus beaux articles qu'ils voulaient offrir aux distingués visiteurs, ainsi que des livreurs de viande, de bière, de vin, de pain, de fromage et de tous les mets imaginables. Sans tenter de m'introduire dans l'auberge, je tendis l'oreille aux propos des gens qui en sortaient. La salle du bas était pleine à craquer de gardes, un tas de rustos qui n'avaient que des critiques à la bouche à l'égard de la bière, et des putains de la ville, comme s'ils avaient mieux à guet de négoce. Non, le roi ne recevait pas aujourd'hui. Il ne se sentait pas bien après son voyage à étapes forcées, et il avait commandé les meilleures réserves de guet-bouton pour apaiser son malaise. Oui, un dîner devait être donné ce soir. Une réception somptueuse, ma chère. Seul le gratin de la ville était invité. Et avez-vous vu l'homme qui l'accompagne? Celui qui a un œil blanc, dirait celui d'un poisson crevé. J'en ai eu la chair de poule. Si j'étais le roi, je trouverais quelqu'un de meilleure tournure pour me conseiller, artiseur ou non. Telle était la teneur des échanges entre les gens qui franchissaient la porte de l'auberge, et je les conservais précieusement en mémoire, tout en notant quelles fenêtres avaient les rideaux tirés pour bloquer la lumière, pourtant peu éclatante du jour. Ainsi, s'il souhaitait se reposer, eh bien je pouvais l'y aider. Mais là, je me heurtais à un dilemme. Quelques semaines auparavant, je me serais simplement faufilé dans l'auberge, et j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour planter mon poignard dans la poitrine de Royal. Aujourd'hui, non seulement l'ordre d'art de vérité me tenaillait, mais je savais aussi que, si je survivais, une femme et un enfant m'attendaient. Je n'étais plus prêt à troquer ma vie contre celle de Royal. Cette fois, il me fallait un plan. À la nuit tombante, j'étais sur le toit de l'auberge, très pentu. Il était couvert de bardeaux de cèdre que le gel rendait extrêmement glissant. Il y avait plusieurs ailes à l'établissement,
et j'étais accroupi à la jonction des toits entre deux d'entre elles. Je savais gré à Royal d'avoir choisi la plus grande auberge de la ville. Je me trouvais très au-dessus du niveau des autres bâtiments, et nul ne risquait de m'apercevoir, sauf si l'on me cherchait expressément. J'attendis néanmoins la nuit pour m'aventurer, moitié à croupeton, moitié en dérapage, jusqu'au bord de l'avant-toit, où je restai un moment, le temps que mon cœur se calme. Je n'avais aucune prise sur l'avancée qui saillait généreusement pour protéger le balcon qu'elle surplombait. J'allais devoir me laisser glisser, me raccrocher au bord du réseau au passage et me balancer afin d'atterrir sur le balcon. Sans quoi, c'était une chute de 3 étages dans la rue. Je formais le vœu de ne pas tomber sur les pics décoratifs de la balustrade. J'avais bien prévu l'opération. Je savais où étaient situés la chambre et le salon de Royal. Je connaissais l'heure à laquelle il rejoindrait ses invités pour le dîner. J'avais étudié le système de fermeture des portes et des fenêtres de plusieurs bâtiments de la ville, et n'y avais découvert rien d'inattendu. J'avais emporté quelques menus outils, ainsi qu'une corde légère pour ma sortie. J'entrerais, et je repartirais sans laisser la moindre trace. Mes poisons étaient dans ma bourse, prêts à servir. 2 poinçons que j'avais volés chez un cordonnier me fournirent des prises pour les mains, tandis que je me laissais glisser le long du toit. Je les enfonçais, non dans les bardeaux durs, mais entre eux, afin qu'ils se coincent sur les bardeaux décalés au-dessous. La peur au ventre, sans voir où j'allais, je laissais pendre mes jambes dans le vide, puis le reste de ma personne. Puis, à l'instant crucial, je me balançais 2 ou 3 fois pour acquérir de l'élan et m'apprêtais à lâcher le toit. Piège, piège! Je me pétrifiais en l'air, les jambes repliées sous l'avant-toit, toujours agrippé au poisson. Je n'osais plus respirer. Ce n'était pas œil de nuit. Non! Petit furet! Piège, piège! Partir! Piège, piège! C'est un piège. Piège, piège! Pour Fitzhelou! Ligna, je sais. Grand furet, dit. Va, va! Dis à Fitzhelou. Rolf Ours connaît ton odeur. Piège, piège! Partir! Je faillis hurler quand un petit corps chaud s'accrocha soudain à ma jambe et remonta le long de mes vêtements. Un instant plus tard, la tête moustachue d'un furet apparut devant mes yeux. Piège, piège! Fit-il insistant. Partir, partir! Me hisser sur le toit fut plus difficile que d'en descendre. J'eus un moment d'angoisse quand ma ceinture se prit dans le bord des bardeaux, mais, après quelques tortillements, je me libérai et remontai lentement sur l'avancée. Je restai quelques minutes allongé à reprendre mon souffle, tandis que le furet, installé sur mon dos, répétait inlassablement « Piège, piège !» Il avait un esprit minuscule, violemment prédateur, et je percevais une grande colère en lui. Je n'aurais pas choisi un tel animal de vif, mais quelqu'un ne partageait manifestement pas mon opinion. Quelqu'un qui n'était plus. Grand furet blessé, mort. Dis à petit furet, va, va, prends l'odeur, préviens Fitzhelou, piège, piège. J'aurais eu tant de questions à lui poser. J'ignorais comment Rolf le Noir avait intercédé en ma faveur auprès du lignage. Depuis mon départ de guet de négoce, je craignais que tous ceux du vif que je rencontrerais ne fussent des ennemis. Mais quelqu'un avait envoyé cette petite créature me mettre en garde. Et elle s'était tenue à sa mission alors que son compagnon de lien était mort. J'aurais voulu en apprendre davantage sur elle, mais son esprit n'en renfermait guère plus. Une douleur et une rage extrême due à la mort de son compagnon de vif, et la détermination de me prévenir. Jamais je ne saurais qui était Grand Furet, comment il avait percé le plan de Royal à jour, comment son animal de lien avait réussi à se dissimuler dans les affaires de Guillot. Car c'est lui qu'il me montra, à l'affût dans la pièce, en dessous de nous. Un œil. Le piège-piège. Venir avec moi, proposai-je. Car malgré toute la violence qui bouillonnait en lui, le furet me paraissait un petit être bien seul, et entrer en contact avec son esprit
était comme voir ce qui restait d'un animal coupé en deux. La souffrance vidait sa tête de tout, sauf de son but, ainsi que d'une autre chose. Non, va, va, cache dans les affaires d'un œil. Préviens, Fitzhelou, va, va, trouve ennemi du lignage. Cache, cache. Attends, attends. Ennemi du lignage d'or. Petit furet tu. C'était une petite bête dotée d'un petit esprit, mais, dans cet esprit simple, une image de royal. L'ennemi du lignage était gravé. Je me demandais combien de temps il avait fallu à Grand Furet pour lui implanter cette idée, au point qu'il s'en souvint des semaines plus tard. Et puis je compris. C'était le vœu d'un agonisant. La mort de son compagnon de lien avait rendu l'animal à moitié fou, et c'était le dernier message que lui avait transmis Grand Furet. Il me paraissait bien vain de donner pareille mission à un si petit animal. Viens avec moi, dis-je doucement. Comment Petit Furet pourrait-il tuer ennemi du lignage? En un clin d'œil, il me sauta à la gorge et je sentis ses dents aiguës me pincer la veine. Coupe, coupe, quand il dort. Boire son sang comme un lapin. Plus de Grand Furet, plus de terrier, plus de lapin. Rien qu'ennemi du lignage. Coupe, coupe. Il lâcha ma jugulaire et se glissa soudain dans ma chemise. Chaud. Ses petites pattes griffues étaient glacées contre ma peau. J'avais une lanière de viande séchée dans la poche. Je m'allongeai sur le toit et la donnai à mon collègue assassin. J'aurais aimé le convaincre de m'accompagner, mais je le sentais aussi incapable de changer de but que moi de refuser d'aller rejoindre Vérité. Du chagrin et un rêve de vengeance. C'était tout ce qui lui restait de Grand Furet. Cache, cache. Va, va avec un œil, sans la trace d'ennemi du lignage. Attends qu'il dorme, puis coupe, coupe. Bois son sang, comme celui d'un lapin. Oui, oui, ma chasse. Piège, piège, Fitzhelou. Va-t'en, va-t'en. Je suivis son conseil. Quelqu'un avait fait un grand sacrifice pour me faire parvenir ce message, et je ne souhaitais en aucun cas affronter Guillot. J'avais beau mourir d'envie de le tuer, je savais que je n'étais pas son égal dans l'art. Et puis, je ne voulais pas gâcher la chance de Petit Furet. Il existe une sorte de sentiment d'honneur entre assassins, et savoir que je n'étais pas le seul ennemi de Royal me réchauffait le cœur. Silencieux comme la nuit, je traversai le toit et redescendis dans la rue par les écuries. Je regagnai mon auberge décrépite, donnai une pièce de cuivre au comptoir et pris place à une table en bois brute auprès de deux hommes. Eux comme moi mangeaient un ragoût de pommes de terre aux oignons, plat unique et quotidien de l'établissement. Quand une main s'abattit sur mon épaule, je me recroquevillai, plus que je ne sursautai. Je savais que quelqu'un se tenait derrière moi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me touche. Approchant discrètement la main de mon poignard, je me retournai sur mon banc. Pendant ce temps, mes compagnons de table continuaient à manger, l'un d'eux à grand bruit. Ici, chacun ne s'intéressait qu'à ses propres affaires. Quand je vis le visage souriant d'Astérie, je sentis mes entrailles se glacer. Tom! S'exclama-t-elle, d'un ton enjoué, avant de prendre place à ma table. Sans un mot, mon voisin se décala en tirant à lui son bol sur le bois constellé de taches. Je finis par me retirer ma main du manche de mon poignard et la reposai sur la table. Devant mon geste, Astérie eut un petit hochement de tête. Elle portait un manteau noir en belle laine, épaisse, brodée de motifs jaunes aux ourlets. Ses oreilles s'ornaient à présent de petites boucles d'argent, et elle arborait une expression beaucoup trop satisfaite à mon goût. Sans rien dire, je la regardais. De la main, je l'indiquai à mon bol. Je vous en prie, poursuivez votre repas, je ne voulais pas vous interrompre. Vous avez l'air d'en avoir besoin. Les rations étaient maigres ces derniers temps? Un peu, répondis-je à mi-voix. Comme elle n'ajoutait rien, je terminai la soupe, puis essuyai le bol de bois avec les deux bouchées qui me restaient du pain grossier compris dans le repas. Entre-temps, Astérie avait appelé une servante qui nous apporta 2 chopes de bière. La ménestrelle prit une longue gorgée de la sienne, fit la grimace
et la reposa sur la table. Je goûtai la mienne et ne jugeai pas le breuvage pire que l'eau du lac, qui, dans cette auberge, constituait le seul autre choix. Alors, dis-je, voyant qu'elle se taisait toujours, que voulez-vous? Avec un sourire amène, elle se mit à jouer avec la poignée de sa chope. Vous savez bien, une chanson qui me survive. Elle jeta un coup d'œil à l'entour en s'arrêtant sur l'homme qui terminait sa soupe, toujours aussi peu discrètement. Avez-vous une chambre? Me demanda-t-elle. Je fis non de la tête. J'ai une paillasse au grenier, et je n'ai pas de chanson pour vous, Astérie. Elle haussa imperceptiblement les épaules. Moi non plus, je n'ai pas de chanson pour vous, mais j'ai en revanche des nouvelles qui devraient vous intéresser. Et moi, j'ai une chambre dans une auberge dans notre quartier. Allons-y ensemble et nous parlerons. Il y avait une belle épaule de porc en train de rôtir dans la cheminée quand je suis parti. Le temps que nous arrivions, elle devrait être cuite. À la mention de la viande, tous mes sens s'étaient éveillés, au point que j'avais l'impression d'en sentir l'odeur et presque le goût. Je n'ai pas de quoi me payer un tel repas, dis-je sans embâge. Moi, de quoi vous l'offrir, répliqua-t-elle d'un air un peu narquois. Allez chercher de vos affaires. Je partagerai aussi ma chambre avec vous. Et si je refuse? Demandai-je à mi-voix. À nouveau, un petit haussement d'épaule. C'est vous qui voyez? Elle me rendit mon regard sans ciller, et je n'arrivais pas à savoir si son sourire dissimulait une menace ou non. Au bout d'un moment, je montai au grenier, et je redescendis avec mon pactage. Astérie m'attendait au pied de l'échelle. Joli manteau, observa-t-elle, d'un air mi-figue, mi-raisin. Est-ce que je ne l'ai pas déjà vu quelque part? Possible, répondis-je. Voulez-vous que je vous montre le poignard qui va avec? Le sourire d'Astérie s'agrandit, et elle fit un petit geste défensif des mains. Puis elle s'éloigna sans même vérifier que je la suivais. Toujours ce curieux mélange de confiance et de défi à mon égard. Je lui emboîtai le pas. Dehors, il faisait nuit noire. Le vent âpre qui balayait les rues était chargé de l'humidité du lac, et, bien qu'il ne plût pas, je sentis comme une bruine perler sur mes vêtements et ma peau. Mon épaule se mit aussitôt à me faire souffrir. Nulle torche n'éclairait plus la chaussée. Le maigre éclairage provenait de la lumière qui filtrait par les volets et les portes des maisons. Pourtant, Astérie s'engagea d'un pas assuré sur le pavage, et je la suivis tandis que mes yeux s'habituaient rapidement à la pénombre. Quittâmes le front du lac et les quartiers pauvres pour gagner les rues commerçantes et les hôtelleries qui servaient les marchands de la ville. Nous n'étions guère loin de celle où Royal résidait prétendument. Astérie poussa la porte d'une auberge gravée d'une hure de sanglier et me fit signe de la précéder. J'obéis, mais avec prudence, avec force coup d'œil de droite et de gauche avant d'entrer. L'absence de garde ne me tranquillisa pas, toutefois, et je me demandais si je ne venais pas de glisser la tête dans un collet. L'établissement était bien éclairé, il y faisait bon, et les fenêtres étaient munies non seulement de volets, mais aussi de vitres. La table était propre, les roseaux étalaient par terre presque frais, et le fumet du porc en train de griller emplissait l'air. Un jeune garçon, porteur d'un plateau, chargé de chopes pleines à déborder, s'approcha de nous, m'examina, puis se tourna vers Astérie, les sourcils levés, comme s'il mettait en doute ses goûts en matière de compagnons masculins. Pour toute réponse, la ménestrelle lui fit une profonde révérence, dont elle profita pour se débarrasser de son manteau dégoûtant et le remettre à l'adolescent. Je l'imitai plus lentement, puis la suivis jusqu'à une table près de la cheminée. Elle s'assit, puis me regarda. Manifestement, elle pensait avoir partie gagnée avec moi. Mangeons d'abord. Parlerons ensuite, d'accord? Me proposa-t-elle, d'un ton engageant, en m'indiquant la chaise face à la sienne. Je pris le siège, mais le tournai de façon à me trouver dos au mur, avec une vue d'ensemble de la salle. Un petit sourire dansa sur ses lèvres et ses yeux noirs pétillèrent.
Vous n'avez rien à craindre de ma part, je vous l'assure, au contraire. C'est moi qui ai pris des risques en vous cherchant dans toute la ville. Elle jeta un coup d'œil alentour, puis appela un garçon nommé Chêne pour lui commander 2 assiettes de porc, du pain, du beurre frais et du vin de pomme. Il s'empressa d'obéir et revint nous servir avec un charme et une grâce qui trahissaient son intérêt pour Astérie. Il échangea quelques menus propos avec elle sans me prêter la moindre attention, sinon pour faire une grimace de dégoût en contournant mon panier à bretelles détrempées. Enfin, un autre client le héla, et Astérie attaqua son assiette de bon appétit. Au bout d'un moment, je goûtai la mienne. Je n'avais pas mangé de viande fraîche depuis quelques jours, et j'eus presque un instant de vertige en sentant la graisse chaude du porc croustiller sous ma dent. Le pain embaumait et le beurre était doux. Je n'avais pas savouré si bonne chair depuis Castelcerre, et, pendant une seconde, je ne pensais plus qu'à ma faim. Puis soudain, le goût du vin de pomme me rappela Rugrisque, assassiné avec du vin empoisonné. Je reposai mon verre sur la table d'un geste soigneux et retrouvai toute ma prudence. Ainsi, me cherchiez, disiez-vous. Astérie s'acquiesça tout en mastiquant, avala sa bouchée, s'essuya la bouche et répondit. Et j'ai eu du mal à vous trouver, car je ne voulais me renseigner auprès de personne, et ne me servir que de mes yeux. J'espère que vous appréciez le geste. Je hochai sèchement la tête. Et maintenant que je suis devant vous, qu'attendez-vous de moi? De l'argent contre votre silence? Dans ce cas, il faudra vous contenter de quelques pièces de cuivre. Non. Elle prit une gorgée de vin, puis me regarda la tête penchée. Je vous l'ai dit, je veux une chanson. Apparemment, j'en ai déjà manqué une en ne vous suivant pas lorsqu'on vous a soustrait à notre compagnie. Mais j'espère bien que vous me gratifierez du récit détaillé de la façon dont vous en êtes tiré. Elle se pencha en avant, et sa voix, bien modulée, devint un murmure confidentiel. Vous n'imaginez pas le coup que ça m'a fait d'apprendre la mort des 6 gardes. C'est que je croyais m'être trompé sur votre compte. Voyez-vous, j'étais sincèrement convaincu que c'était le malheureux Tom, petit berger de rien du tout, qu'ils avaient emmené par dépit. Le fils de chevalerie, selon moi, ne se serait pas laissé faire sans se battre. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas suivi. Mais quand j'ai appris la nouvelle, j'ai senti tous mes poils se hérisser. C'était lui, me suis-je dit. Je me serais giflé. Le bâtard était devant moi et je l'ai laissé se faire arrêter sans bouger le petit doigt. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me suis maudite de ne pas m'être fiée à mon instinct. Et puis, j'y réfléchi. Si vous aviez survécu, vous alliez sûrement vous rendre à Lac-Bleu, car vous êtes en route pour les montagnes, non? Sans répondre, je lui adressai un regard qui aurait incité n'importe quel garçon d'écurie de Castelcerre à trouver d'urgence une occupation qui aurait effacé le sourire du visage d'un garde de serre. Mais Astérie était ménestrel, et ces gens-là ne perdent pas facilement contenance. Elle poursuivit son repas en attendant ma réponse. Pour quelle raison voudriez-vous que j'aille dans les montagnes? Demandai-je à mi-voix. Elle avala sa bouchée, prit une nouvelle gorgée de vin et sourit. Je ne sais pas. Prêtez votre bras à Kétriken, peut-être. En tout cas, il y a là-dedans matière à chanson, vous ne croyez pas? Une année plus tôt, son charme et son sourire m'auraient peut-être séduit. Une année plus tôt, j'aurais eu envie de croire cette femme aux manières engageantes. J'aurais aimé m'en faire une amie. Aujourd'hui, elle m'assommait, rien de plus. Elle n'était à mes yeux qu'un embarras, une relation à éviter, et je glissais sur sa question. Il faudrait être idiot pour envisager de se rendre dans les montagnes en cette saison. Les vents sont contraires, et les gabarres ne se remettront à circuler qu'au printemps. De plus, le roi a interdit tout commerce entre les 6 duchés et le royaume des montagnes. Par conséquent, personne n'y va. Elle acquiesça de la tête. Il paraît que les gardes royaux ont obligé les équipages de gabarres à tenter la traversée la semaine dernière. On a retrouvé les corps d'une des troupes, au moins sur la rive. Hommes et chevaux mélangés. Nul ne sait si les autres soldats sont parvenus de l'autre côté. Mais
Avec un sourire satisfait, elle baissa le ton et se rapprocha de moi. Je connais des gens qui ont l'intention de gagner les montagnes. Qui? Fis-je d'une voix tendue. Elle fit une pause théâtrale avant de répondre. Des contrebandiers, dit-elle enfin dans un murmure. Des contrebandiers? Répétai-je lentement. C'était logique. Plus le commerce était restreint, plus il devenait profitable pour ceux qui parvenaient à le poursuivre. Il y aurait toujours des hommes prêts à risquer leur vie par appât du gain. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je vous cherchais. Fitz, on a dû vous dire que le roi était à Lac-Bleu. Eh bien, c'est un mensonge, un leurre destiné à vous attirer dans un piège. Vous ne devez pas aller à son auberge. Je le savais déjà, déclarai-je calmement. Et comment? Fit-elle avec brusquerie. Elle n'avait pas haussé le ton, mais elle était visiblement vexée que j'eusse été au courant avant qu'elle m'avertît. Par un petit oiseau, peut-être, répondis-je avec hauteur. Vous savez ce que c'est? Nous autres, du vif, parlons le langage de toutes les bêtes. C'est vrai? Demanda-t-elle, crédule comme une enfant. Je levai les sourcils. Il serait plus intéressant pour moi de savoir comment vous avez appris ce complot. Les gardes nous ont recherchés pour nous interroger, tous ceux qu'ils ont pu trouver de la caravane de Madge. Et ils ont entendu des histoires à dormir debout. D'après Chris, plusieurs moutons auraient disparu pendant le trajet, enlevés sans abri pendant la nuit. Et quand Tassin a raconté le soir où vous avez tenté de la violer, elle a déclaré avoir remarqué seulement à ce moment-là que vous aviez des ongles noirs, comme les griffes d'un loup, et que vos yeux rougeoyaient dans le noir. Je n'ai jamais tenté de la violer, m'exclamai-je. Puis je me tus soudain en voyant le garçon de l'auberge se tourner vers nous avec une expression interrogatrice. Astérie se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Et elle en a fait un si beau conte. Elle en a un si beau conte que j'en avais les larmes aux yeux. Elle a montré au sorcier d'art la cicatrice que votre coup de griffe lui avait laissée sur la joue, en jurant qu'elle n'a dû son salut qu'à la mort au loup qui poussait là où vous vous trouviez. J'ai l'impression que c'est Tassin que vous devriez suivre si vous cherchez une chanson, marmonnai-je révolté. Ah, mais la fable que je leur ai servie était encore meilleure, fit-elle. Puis elle s'interrompit en indiquant de la tête le garçon qui s'approchait. Elle repoussa son assiette vide et promena son regard sur la salle où commençaient à affluer les clients du soir. J'ai une chambre à l'étage, me dit-elle. On y bavardait plus à l'aise. J'avais réussi à me caler l'estomac avec ce deuxième repas, et j'avais bien chaud. J'aurais dû conserver toute ma prudence, mais mon ventre plein et la douce chaleur de l'auberge me rendaient somnolent, et je dus faire un effort pour clarifier mes pensées. Les contrebandiers offraient un espoir d'atteindre les montagnes, le seul depuis pas mal de temps. J'acceptai donc l'invitation d'un hochement de tête. Astérie se leva et je la suivis, mon panier à la main. La chambre était propre et bien chauffée. Le bois du lit était garni d'un matelas de plumes, des couvertures de laine pliées dessus, un brodeau en terre cuite et une cuvette étaient posés sur un petit meuble près du lit. Astérie alluma plusieurs bougies qui chassèrent les ombres dans les coins de la pièce. Puis elle me fit signe d'entrer. Tandis qu'elle fermait la porte au verrou, je pris place dans le fauteuil. Étrange, comme une chambre toute simple, mais bien tenue, me paraissait le comble du luxe. La ménestrelle s'assit sur le lit. Je croyais vous avoir entendu dire que vous n'aviez pas plus d'argent que moi, fis-je. C'était vrai à l'époque, mais depuis que je suis à Lac-Bleu, je suis très demandé, et encore plus depuis la découverte des cadavres des gardes. Quoi cela? Demandai-je d'un ton froid. Je suis ménestrel, me dit-elle, et j'étais présente, lors de la capture du bâtard au vif. Estimiez-vous incapable de raconter cet épisode avec assez de talent pour gagner une pièce ou deux? Ah, je vois. Je réfléchis à ce qu'elle m'avait appris. Est-ce à vous, dans ce cas, que je dois mes yeux rougeoyants et mes crocs? Elle eut un reniflement dédaigneux. Bien sûr que non. C'est sûrement un pisse-balade des rues qui a inventé cela. Elle se tut, puis sourit presque comme pour elle-même.
Mais j'avoue avoir un peu brodé sur l'histoire. Telle que je la raconte, le bâtard de chevalerie, jeune homme dans la fleur de la jeunesse, était puissamment musclé. Il s'est battu comme un cerf, bien qu'il portât encore les terribles blessures de l'épée du roi royal. Dessus de l'œil gauche, il avait une mèche blanche d'un empan de large. Il a fallu 3 gardes, rien que pour l'empêcher de bouger. Il a néanmoins continué à se débattre, même quand le chef des soldats lui a donné un tel coup de poing qu'il lui a fait sauter une dent de devant. Elle se tut, puis, comme je ne réagissais pas, elle s'éclaircit la gorge. Vous pourriez me remercier de faire en sorte qu'on vous reconnaisse moins facilement dans la rue. Eh bien, merci alors. Comment Chris et Tassa ont-ils pris votre récit? Ils l'ont approuvé d'un bout à l'autre. Mon histoire ne faisait qu'exalter la leur. Je vois. Mais vous ne m'avez toujours pas expliqué comment vous avez appris qu'il s'agissait d'un piège. Je vous ai offert une récompense si jamais nous avions des nouvelles de vous. Chris a d'ailleurs demandé à combien elle se montait. On nous avait emmenés dans le salon du roi lui-même, pour nous interroger, afin de nous donner de l'importance, j'imagine. Et là on nous a dit que le roi se sentait mal après son voyage et qu'il se reposait dans la pièce voisine. Mais pendant que nous étions là, un serviteur est sorti avec le manteau et les bottes du roi crottées debout pour les nettoyer. Astérie me fit un petit sourire. Les bottes étaient immenses. Et vous connaissez la pointure du roi? Je savais pourtant qu'elle avait raison. Royal avait des mains et des pieds menus, on les s'enorgueillissait plus que bien des dames de la cour. Je n'ai jamais été à Castelcerre, mais quelques nobles de notre château y sont allés lors de certaines cérémonies, et ils nous ont longuement parlé du jeune prince de si belle tournure, de ses manières raffinées, de ses cheveux sombres et bouclés, de ses pieds mignons dont il usait si bien pour danser. Elle secoua la tête. Ce n'était donc pas le roi qui occupait la chambre. Le reste coulait de source. Ceux qui étaient là étaient arrivés trop vite après le meurtre des gardes. Par conséquent, c'est après vous qu'ils en avaient. Peut-être. Je commençais à tenir l'intelligence d'Astérie en haute estime. Parlez-moi des contrebandiers. Comment avez-vous appris leur existence? Elle fit non de la tête, le sourire aux lèvres. Si vous passez un marché avec eux, ce sera par mon biais, et je serai du voyage. Comment font-ils pour gagner les montagnes? Elle me regarda dans les yeux. Si vous étiez contrebandier, iriez-vous divulguer l'itinéraire que vous empruntez? Elle haussa les épaules. D'après certaines rumeurs, ils auraient un moyen de traverser le fleuve, vieille piste. Il existait autrefois une route commerciale qui remontait la rivière, puis la franchissait. Elle est tombée en désuétude quand le débit de l'eau est devenu imprévisible. Depuis les énormes incendies, il y a quelques années, les crues se produisent tous les ans, et le fleuve change alors de lit. Du coup, les marchands ont fini par compter davantage sur les gabarres que sur un pont qui pouvait disparaître du jour au lendemain. Il s'interrompit pour se ronger un ongle. Je crois qu'il se trouvait un pont un peu en amont, mais quand la rivière l'a emporté pour la 4e fois de suite, la même année, nul n'a eu le courage de le reconstruire. On m'a dit aussi qu'en été un bac fonctionne. On se sert en hiver pour traverser sur la glace. Les années où la rivière gèle. Peut-être les contrebandiers espèrent-ils que ce sera le cas cet hiver. En tout cas, quand le commerce est bloqué quelque part, il reprend ailleurs. Voilà ce que je pense. Il y aura un moyen de passer. Je fronçai les sourcils. Non, il doit être possible d'accéder autrement aux montagnes. Astérie parut légèrement vexé que je mette sa parole en doute. Renseignez-vous vous-même, si ça vous chante, et si ça vous amuse de vous promener au milieu des gardes royaux qui rôdent sur le front du lac. Mais la plupart des gens vous conseilleront d'attendre le printemps. Quelques-uns vous diront que, si vous voulez vous rendre dans les montagnes en cette saison, ce n'est pas d'ici qu'il faut partir. Il faut contourner le lac bleu par le sud. Ensuite, si j'ai bien compris, il y a plusieurs routes commerciales qui permettent l'accès aux montagnes même en hiver. Le temps que j'y arrive, le printemps serait là. J'aurais aussi vite fait d'attendre ici. Ça aussi, on me l'avait dit, fit Astérie avec un petit air suffisant. Je me penchai en avant, la tête entre les mains. Rejoins-moi.
N'existe-t-il donc aucun moyen pratique de franchir ce fichu lac sans avoir à parcourir des lieues et des lieues? Non, s'il en existait un, le front du lac ne serait déjà plus infesté de gardes royaux. Apparemment, je n'avais pas le choix. Puis-je trouver ces contrebandiers? Un sourire radieux détendit les traits d'Astérie. Demain, je vous conduirai à eux. Elle se leva, puis s'étira. Mais ce soir, je dois me rendre à l'Épingle dorée. Je n'y ai pas encore chanté, mais on m'y a invité hier. Il paraît que les clients peuvent s'y montrer fort généreux avec les ménestrels itinérants. Elle se baissa pour ramasser sa harpe emballée avec soin. Je quittai mon fauteuil alors qu'elle prenait son manteau encore humide. Je dois m'en aller aussi, dis-je poliment. Ne pas dormir ici, répondit-elle. Vous aurez moins de risque d'être reconnu, il y a beaucoup moins de vermine que dans votre auberge. Un petit sourire flotta sur ses lèvres devant mon air hésitant. Si j'avais l'intention de vous livrer aux gardes royaux, ce serait déjà fait. Seul comme vous l'êtes, fils de chevalerie, vous feriez bien de vous décider à faire confiance à quelqu'un. À l'entendre prononcer mon nom, je sentis comme un pincement au fond de moi. Tant. Pourquoi? Demanda-je à mi-voix. Quoi m'aidez-vous? Ne me racontez pas que c'est par espoir d'une chanson qui ne verra peut-être jamais le jour. Cela prouve que vous connaissez très mal les ménestrels, rétorqua-t-elle. Pour nous, rien n'a davantage d'attrait. Mais, en effet, il y a peut-être autre chose. Non, j'en suis certaine. Elle leva soudain les yeux vers moi et me regarda bien en face. J'avais un petit frère. Il s'appelait Jay. Il était garde à l'île de la tour de l'Andouillé. Il vous a vu vous battre le jour où les pirates ont attaqué. Elle éclata d'un rire bref, comme un aboiement. Tout vous dire, vous l'avez enjambé pour planter votre hache dans la poitrine de l'homme qui venait de le jeter à terre. Puis, vous vous êtes enfoncé dans la mêlée sans même lui adresser un coup d'œil. Elle m'observait en coin. C'est pourquoi je chante l'attaque de la tour de l'Andouillé, de façon un peu différente des autres ménestrels. Mon frère me l'a raconté, et je vous décris tel qu'il vous a vu, comme un héros. Vous lui avez sauvé la vie. Elle détourna brusquement le regard. Temporairement, du moins. Il est mort plus tard en se battant pour Serre. Mais votre hache a prolongé son existence. Elle se tut et jeta son manteau sur ses épaules. Restez ici, me dit-elle. Reposez-vous, je vais rentrer tard. Vous pouvez prendre le lit en attendant, si vous voulez. Et elle s'éclipsa sans attendre ma réponse. Je demeurai un moment, les yeux rivés sur la porte close. Fils de chevalerie, héros, des mots, rien que des mots. Mais j'avais l'impression qu'elle avait percé un abcès, qu'elle m'avait débarrassé du poison qu'il contenait et qu'à présent je pouvais guérir. C'était une sensation très étrange. Essaye de dormir, me dis-je, avec le sentiment qu'il ne me serait peut-être pas impossible de trouver le sommeil.